Europe Matin. 7h, 9h, Dimitri Pavlenko. Les vendredis thématiques de la rédaction d'Europe 1, question sur l'immigration toute la journée. Attention, sujet sensible, on en a eu la preuve une fois de plus du caractère inflammable de ce débat. Depuis une semaine avec l'affaire de l'Ocean Viking dont nous parlions avec Catherine Ney à l'instant. Tabou pour les uns, totem pour les autres. Pourquoi ne peut-on parler sereinement d'immigration en France? Est-ce que l'on prend la mesure du phénomène migratoire qui attend l'Europe dans les décennies à venir? Un invité exceptionnel avec nous ce matin. Bonjour Stephen Smith. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes en ligne avec nous depuis les États-Unis. Vous êtes professeur d'African Studies, d'études africaines à l'université Duke en Caroline du Nord. Vous avez longtemps été journaliste pour Reuters, RFI, Libération, puis le journal Le Monde. Vous avez aussi écrit de nombreux ouvrages. Le dernier, paru en 2018 chez Grasset, a reçu de nombreux prix et il retrouve une certaine actualité ces jours-ci puisque ce livre s'intitule « La ruée vers l'Europe, la jeune Afrique en route pour le vieux continent ». Alors finalement, j'ai envie de vous demander en première question, Stephen Smith, l'Ocean Viking, finalement, c'est le phénomène que vous décrivez dans votre livre, mais sur le mode échantillonnaire. Oui, c'est une bonne façon de le dire. En fait, c'est une focale que je trouve plutôt déplaisante, non seulement pour le drame humain, mais aussi parce que c'est un peu comme le petit garçon syrien Alan Kurdi qu'on avait trouvé sur la plage turque en 2018. C'est toujours la focale médiatique sur un drame humain. Et en réalité, il s'agit à la fois de l'obligation et du devoir de secourir et en même temps d'une forme systématique de chantage. Et c'est difficile de s'imaginer qu'on puisse céder sur un principe, le secours qu'il faut porter, mais il est difficile aussi de s'imaginer qu'on puisse céder sur le principe du chantage systématique, puisque le premier acte, l'acte inaugural de mon futur voisin ou concitoyen en France ou dans un autre pays, ne peut pas être la triche, la fraude ou le chantage à sa propre vie. C'est-à-dire, si vous ne me secourez pas, je vais mourir, et si vous me secourez, j'ai un droit de vivre parmi vous. Je peux comprendre que ça soit inadmissible aux yeux de beaucoup de gens. J'ai tout à l'heure parlé de ce petit Alan. Il est mort sur la plage. Vous imaginez, à l'époque, il y avait Angela Merkel qui a changé sa position de fond en comble à la suite de ce drame humain. Quand on a pris un peu de recul et on a regardé, et je ne dis pas que c'est systématiquement le cas, mais en l'occurrence, c'était une famille syrienne qui était installée en Turquie, qui avait un travail et qui, à la faveur de cet appel un peu des flots migratoires qui venaient vers l'Europe, a décidé qu'elle voulait migrer en fait au Canada, et il y avait eu auparavant un refus. Et donc le père, d'une façon irresponsable, a embarqué sur une embarcation qui n'était pas navigable, et son fils est mort. Et l'émotion était très forte en Europe, bien sûr, c'est compréhensible, mais je pense que, comme disait la philosophe allemande Hannah Arendt, la politique de la pitié est la pire. Il faut évidemment avoir de la compassion, mais on ne peut pas bâtir une politique sur une entrée frauduleuse dans une communauté nationale ou dans une communauté européenne. Mais Stephen Smith, au-delà de l'Ocean Viking, si on prend du recul historique sur l'immigration africaine vers l'Europe, à quel point nous situons-nous? Le problème de fond, il est assez simple. Dans les 20 dernières années du XXe siècle, il y avait une croissance naturelle dans les pays riches, les pays de l'OCDE, qui était de l'ordre de 100 millions de personnes. Ça, c'est la croissance démographique à l'intérieur de ces pays riches. Et à l'époque, sur les 20 années, il y avait 44 millions de migrants. Au cours des 20 dernières années, ça a changé. Il y a désormais une croissance naturelle dans ces pays riches de 66 millions de personnes et de 80 millions de migrants. Ce qui veut dire, sans juger sur le fond, chacun aura son opinion sur si c'est un bon phénomène ou plutôt pas, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, la croissance démographique dans les pays riches est essentiellement une croissance due à la migration. Et après, il faut se poser la question: qu'est-ce qu'on veut en matière de migration? Combien de personnes peuvent être admises dans une communauté nationale ou dans l'espace européen?
Et c'est un débat qu'on pourra avoir d'une façon rationnelle, calme, en tout cas pas d'une façon hystérique. Alors, vous citez dans votre livre une phrase d'Émile Durkheim, un sociologue, qui disait quand il y a trop d'échelles de valeurs rivales, il n'y a plus d'échelle de valeurs valables pour tous. Alors ça pose la question de l'effet de l'immigration sur la société d'accueil. Et vous avez évoqué que c'était un des paramètres du débat politique et de sa difficulté en Europe. Vous dites aussi, oui, mais voilà, il y a le paramètre économique, à savoir que l'Europe a besoin de chair à retraite. L'expression est quand même extrêmement frappante. Et tout ça, en fait, pose les termes un peu de notre débat sur l'immigration. Mais il y a quand même un mystère là-dedans, Stephen Smith. Comment se fait-il que, au bout de 7 ans de crise migratoire, après le souvenir de 2015, finalement, l'Europe n'arrive pas à trancher entre les deux extrêmes, les deux lignes, à savoir Europe ouverte ou Europe fermée? Je pense essentiellement parce que le débat est très mal posé, puisque nous sommes toujours dans un débat de réfugiés, alors que nous savons de requérants, de demandeurs d'asile, ceux qui partent, c'est la classe moyenne émergente. Et je constate dans ce débat aussi un total désintérêt pour le point de vue africain. Le point de vue africain ne peut pas être que ceux qui émergent de la misère, qui ont un début de prospérité et qui ont donc aussi les moyens pour partir en Europe, puisqu'il faut avoir une mise de départ entre 3 500 et 5 000 euros pour pouvoir se mettre en place. C'est 3 fois le revenu annuel dans beaucoup de pays subsahariens. Donc c'est pas les plus misérables qui partent, ce sont ceux qui s'en sortent qui partent. Et donc c'est une perte nette pour les pays africains, ce qui est dans le débat totalement perdu. On dit souvent que dans ce débat sur l'immigration, la solution reviendrait à accentuer l'aide au développement, que les pays riches aident les pays pauvres, les pays africains à se développer. Mais vous semblez nous dire que quand une population en Afrique accède à un certain niveau de prospérité, alors modeste évidemment, mais c'est à ce moment-là qu'elle part finalement. Oui, c'est exact, et c'est un paradoxe, mais il faudra bien passer par là, puisque personne ne peut souhaiter qu'une partie du monde, en l'occurrence l'Afrique subsaharienne, reste sous-développée. C'est vrai que le développement fait passer une partie du monde au-dessus d'un seuil de prospérité, un seuil minimal de prospérité. Il permet donc aux gens de migrer. On l'a vu dans les décennies passées entre le Mexique et les États-Unis. Aujourd'hui, les gens qui arrivent à la frontière entre les États-Unis et le Mexique ne sont plus des Mexicains, c'est plutôt des gens de l'Amérique centrale. Les Mexicains ont passé ce seuil de prospérité qui leur permet de rester chez eux et de gagner leur vie chez eux parmi les leurs, et c'est toujours préférable à un exil, même si le niveau de vie aux États-Unis est supérieur qu'au Mexique. Donc l'Afrique va passer par le même stade, va d'abord migrer plus massivement et ensuite cesser de migrer, en tout cas en quantité importante. Mais le troisième volet de ce qui manque à ce débat, c'est de prendre vraiment l'ampleur de la question. Aujourd'hui, il y a 1,4 milliard d'Africains. Dans moins de 30 ans, il y aura 2,5 milliards. Et c'est pas une hypothèse. Les gens qui vont faire ces enfants sont déjà parmi nous. Donc c'est pas une spéculation statistique. Il faut se poser la question, comment l'Europe va cohabiter avec un continent lorsque l'Europe ne sera plus qu'une petite péninsule au nord de l'Afrique. Il est inconcevable que la pression migratoire qui va s'exercer sur l'Europe puisse être assumée avec une non-politique, c'est-à-dire avec une politique qui regarde ailleurs et qui ne se réveille qu'au moment des drames à une échelle individuelle, qui ne peuvent pas régler la question collective de fond. Stephen Smith, dans La ruée vers l'Europe, vous décrivez la Méditerranée comme le théâtre d'un jeu de guerre entre passeurs et douaniers, migrants et États. Depuis notre rive européenne, nous voyons surtout le cimetière marin. Que voit-on du côté africain ? C'est devenu maintenant le rite d'initiation pour les audacieux jeunes en Afrique. Ils sont souvent mandatés par une communauté, que ce soit leur famille élargie, qui se cotise pour qu'ils aient cette mise de départ dont je parlais, les 3 500 au
euros ou plus qu'il faut pour se mettre en route. Et ensuite, c'est pas un voyage qui se fait en peu de temps. On s'arrête, on travaille, on continue, on saisit des occasions, on se repose, on se remet debout en quelque sorte après des épreuves dures comme la traversée du Sahara. Et finalement, on touche au but. C'est comme si on cherchait à atteindre la toison d'or qui est lointaine. Et donc, c'est une vraie aventure. Et je connais des villages en Afrique où seulement les migrants sont vraiment des candidats pour les meilleures parties matrimoniales, c'est-à-dire les filles ne rêvent qu'aux garçons qui ont osé franchir ce pas-là. Et il y a des volets qui sont des volets légaux, il y a des volets illégaux. J'ai récemment lu un excellent reportage dans Le Monde, un reportage sur Louga au Sénégal, une ville au nord, d'où partent beaucoup de jeunes. Et ils sont impliqués dans le trafic de drogue à Paris. Donc ils ont trouvé une filière pour ramener la toison d'or vers leur ville qui se développe sur ce fond-là. Et encore une fois, quand on se met à la place des gens et de leur situation, on peut parfaitement comprendre, mais comprendre ce que l'autre fait quand vous êtes en face ne veut pas dire que vous êtes d'accord et politiquement, il n'y aura rien à faire. Je pense que la décrédibilisation de la politique est beaucoup liée au fait qu'on n'ose pas dire que la politique est là pour faire et pour décider. Et on le voit chaque fois quand il y a un vrai problème, la politique réussit à s'imposer. Ce n'est pas comme si on était désarmé. Dire que la politique est désarmée, ça nourrit le discours de l'abandon de la démocratie, puisque à quoi ça sert de voter s'il n'y a pas d'alternative ? Merci beaucoup Stephen Smith de nous avoir consacré un peu de votre temps. Pour les auditeurs d'Europe 1, je rappelle le titre de votre ouvrage, l'un de vos ouvrages, mais celui-ci est tout à fait celui que l'on peut recommander de lire à la lumière de cette crise de l'Ocean Viking, La ruée vers l'Europe, la jeune Afrique en route pour le vieux continent. C'est publié chez Grasset et je crois que c'est également paru en format poche.